Au sommaire de cette édition, troisième jour de campagne électorale, tous les candidats ont déserté Dakar, la capitale, pour l'intérieur du pays. Les coins et recoins du Sénégal accueillent les 5 prétendants au fauteuil présidentiel. Et aucun de ces 5 candidats ne sera soutenu par Abdoulaye Wade. On le sait maintenant, une démarche jugée cohérente, mais démarche qui tient compte aussi des intérêts de son fils Karim Wade. La parole à des observateurs politiques. Le prix de l'oignon augmenté d'après les autorités en charge du commerce. C'est dû à la fin de la période d'importation et à la non-disponibilité de la production locale. Aéroport Léopold Sédar Senghor, plus d'1 an après sa fermeture, c'est la pauvreté pour les résidents du quartier Travaux. Un vrai bidonville près de l'aéroport. Rien ne marche pour eux, pour ces résidents donc. Le commerce était leur gagne-pain. Dans l'actualité internationale, Burkina Faso, l'armée a lancé hier une contre-offensive contre les djihadistes dans le nord du pays. Bilan, 146 combattants des groupes armés neutralisés au moment où s'ouvre ce matin un sommet des chefs d'État du G5 Sahel consacré à l'opérationnalisation de la force conjointe. Suivez les sports avec Pape Malik Diaw, la presse du jour avec Ousmane Gueye et puis en fin d'édition, 2-19, le journal de la présidentielle avec Seydina Abba Gueye. Bienvenue à toutes et à tous. Le journal avec Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au 3e jour de la campagne électorale, ils ont tous quitté Dakar pour l'intérieur du pays. Aucun des 5 candidats n'est présent dans la capitale pour y mener ses activités et aucun des 5 candidats ne va bénéficier du soutien d'Abdoulaye Wade non plus. Le secrétaire général du PDS l'a clairement dit. Maintenant, il reste qu'à se demander comment comprendre cette attitude d'Abdoulaye Wade. Démarche très logique d'après notre confrère Momar Diong, parce qu'il a toujours dit que Karim Wade était le seul candidat du PDS. L'enseignant-chercheur Ibou Sané ne voit pas autrement. Pour lui, en ne soutenant personne, Abdoulaye Wade vise toujours les intérêts de son fils Karim. Ousmane Gueye. Abdoulaye Wade ne vote aucun candidat le 24 février. Pour Momar Diong, rien de surprenant pour un adepte du tout ou rien. Ils ont été toujours dans une logique qu'il n'y aurait pas d'élection sans la présence de Karim Wade. Wade va venir au Sénégal après-demain jeudi. Il va tester sa popularité, voir si son coefficient personnel reste intact et si il peut drainer les populations vers un sabotage du scrutin pour perturber un peu. Selon Ibou Sané, en soutenant quelqu'un, le patron du PDS risque de se mettre à dos les populations et ça n'augurera rien de bon pour l'avenir de Karim Wade. Mieux vaut qu'ils s'abstiennent et qu'ils laissent le champ politique choisir librement le meilleur candidat. Si le soutien est Madické, c'est pas possible que celui-ci puisse gagner. Résultat de la course, la base du PDS va être très remuée. Mais pour notre confrère, la perspective n'a jamais été absente des calculs de l'ancien président. La preuve par cette abstention. En soutenant un candidat, il peut le faire gagner. Et ce candidat-là, sans doute installé au pouvoir, aura une forte probabilité de faire peut-être 2 mandats de 5 ans, ce qui éloigne la perspective ou l'horizon pour Karim Wade, pour un retour aux affaires. Maintenant, il y a un 3e scénario qui consiste à ne soutenir personne. Et je crois que c'est dans cette démarche-là que s'inscrit le président Wade, avec la possibilité pour le président Macky Sall de peut-être gagner beaucoup plus facilement. Et il n'aura à faire que 5 ans, d'autant que la Constitution ne lui permet que d'avoir 2 mandats consécutifs de 5 ans. Ibou Sané a la même analyse. Mieux vaut qu'ils s'abstiennent et qu'ils laissent le champ politique choisir librement le meilleur candidat. Parce que s'il bascule vers le président Idrissa Seck, celui-ci serait tenté de faire 2 mandats. Et en ce moment, son fils encore va attendre longtemps. S'il bascule vers le président Macky Sall, celui-ci termine son mandat. Donc il a encore la chance, 5 ans c'est rien, il a encore la chance de mieux se préparer et mieux rebondir. Comme quoi donc, d'après les 2 analystes, même en s'abstenant, Abdoulaye Wade donnerait une consigne. C'était le dossier d'Ousmane Gueye. Abdoulaye Wade, qui revient au Sénégal ce jeudi, promet que l'élection du 24 février prochain ne se tiendra pas sans son fils Karim Wade. Sa déclaration commentée par ses citoyens dans ce micro-trottoir réalisé par Isidore Oumoubi Kabou. Je ne pense pas. Même s'il le veut, il n'a pas les moyens de perturber cette élection présidentielle. Abdoulaye Wade, que ce soit Abdoulaye Wade ou le PDS dans sa globalité, ne peut rien contre cette élection. Ça va passer donc dans les normes. Je ne pense pas.
Je ne pense pas. Parce que maintenant, les Sénégalais ont assez mûr pour vraiment suivre un vieux de plus de 90 ans pour aller casser les voitures et faire de n'importe quoi dans ce pays-là. Je ne crois pas. Bon, peut-être Wade, il ne veut pas être enterré vivant, je crois. Il veut prouver peut-être qu'il est toujours là et qu'il compte dans l'échiquier politique du Sénégal. Il risque même de ravir la vedette peut-être aux prétendants peut-être à l'élection présidentielle, quoi. Parce que Wade, c'est autre chose, quoi. Bon, il peut perturber les élections. Bon, l'annuler, bon, ça, c'est autre chose, quoi. Mais il risque peut-être d'être l'intrus de trop. Non, force restera à la loi. Force restera à la loi. C'est ça que je pense. La campagne électorale de Benno Bokk Yakaar à Thiès, le coordonnateur départemental de la coalition au pouvoir avertit ses camarades. Augustin Tine leur a fait savoir que la victoire n'est pas acquise d'avance et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce que leurs adversaires sont bien présents sur le terrain. Benno appelle ses militants à la non-violence par ailleurs. Isidore Alexandre Sen. Une élection n'est jamais gagnée d'avance, c'est un travail sur le terrain avec en bandoulière un bilan qu'il faut savoir défendre d'après Augustin Tine, coordinateur départemental de l'APR. Il reste beaucoup de travail à faire. Qu'on ne dorme pas sur nos lauriers, ce n'est pas encore acquis, car nos adversaires font un grand travail sur le terrain. Il faut que nous aussi, nous travaillions davantage quand nous sommes entre nous. Il faut savoir que les autres sont en train de discuter. Mettons-nous au travail. En train de discuter. Il y a un gros travail à faire. Pas de meeting ni de rassemblement selon les instructions du président sortant, rappelle le ministre des Forces armées. Nous avons parrainé 3 millions de Sénégalais et c'est sur le terrain et la proximité. Maintenons cette stratégie. C'est la directive de notre leader. La coalition Benno Bokk Yakaar dit mesurer les enjeux de cette élection à Thiès qui peut être émaillée par des tensions. Maodo Malick Mbaye appelle à l'apaisement. Élection 21 jours, violence à multiplace. La violence n'a pas sa place dans cette élection. L'élection c'est 21 jours. Cultivons la non-violence. Il faut noter que l'opposition s'est également signalée pour ce deuxième jour de campagne avec notamment une caravane de la coalition IDI 2019 à Thiénaba et Ngoundiane. Le PASTEF lui s'est contenté de porte-à-porte. Quant au pur parti de l'unité et du rassemblement, il a annulé sa caravane d'après un des responsables de la communication des Verts que nous avons joint au téléphone. Du côté de Madické 2019, Pekes et Tilmaha ont accueilli l'avocat et sa caravane avant le meeting de Linguère. Isidore Alexandre Sen, Thiès, iRadio. Ousmane Sonko est revenu hier sur les promesses que Macky Sall avait faites aux Kaolackois en 2012. Promesses qui n'ont jamais été tenues d'après lui. Nous l'écoutons au micro d'Ousmane Gueye. Macky Sall bi mu ñëwee lim leen njëkk a wax dafa ne réhabilitation immédiate des principaux axes routiers de la région et du port de Kaolack. Est-ce que la réhabilitation des principaux axes routiers de la région et du port de Kaolack, c'est la première chose que Macky Sall vous avait promis. Est-ce qu'il l'a fait? Non, il n'a rien fait. Il a ensuite dit qu'il fera de Kaolack un pôle national et international d'éclatement ferroviaire et maritime. Je vous demande si vous avez vu l'ombre d'un train. Il avait promis la mise en œuvre du programme d'assainissement des eaux usées et pluviales et la réhabilitation des parcelles assainies de Kaolack et celle de Nimzat. Après 7 ans, est-ce qu'il a tenu ses promesses? Non, il n'a rien fait. Il avait promis également la construction d'un nouveau marché central moderne ici à Kaolack. Je suis passé tout à l'heure par le marché, mais je n'ai rien vu. Je voudrais qu'à mon retour ici à Kaolack en 2024, en tant que président sortant, que vous m'évaluez sur mon programme pour cette région. Le port de Kaolack sera développé, endossé à une zone franche commerciale et une plateforme de redistribution et de transit adossée également à une zone franche commerciale. Adossée, je dis bien, à une zone franche commerciale. Nous allons également mettre l'accent sur l'industrialisation, car on ne peut pas développer un pays sans industrie. De redistribution et de transit. Nous devons développer ab réew te usine amul. À Matam, l'USAID assurer la formation à 75 jeunes observateurs pour le scrutin du 24 février 2019. C'est à travers son programme Suñu élection. L'utilisation des SMS fait partie des méthodes retenues. Les détails dans cette correspondance de Samba Diaksar.
Ils sont 75 participants à avoir subi une formation d'observateurs pour aider à garantir la transparence du scrutin du 24 février prochain à Matam. Ousmane Ba, point focal du programme Sunu Élection, revient sur les critères de choix de ces jeunes et rappelle leur mission. On les a choisis surtout par rapport d'abord à un niveau. Un observateur doit avoir d'abord un bagage intellectuel. Des fiches qu'ils vont remplir doivent comprendre le processus pour pouvoir bien le renseigner. Mais avant le niveau, il doit être d'abord quelqu'un de neutre. Nous avons choisi surtout les jeunes qui sont au niveau des conseils des jeunes citoyens qui aspirent vraiment à certaines valeurs. Pour cette présidentielle 2019, une innovation a été introduite. Les explications de Ousmane Ba. L'innovation, c'est l'observation avec le SMSing. Donc là, c'est l'observation en donnant des informations instantanées au niveau national où on a installé une plateforme qui reçoit à un moment T tout ce qui est lié à une information électorale. Parce que juste à la fin, à la clôture des bureaux de vote, tous les SMS vont partir pour donner les résultats. Et là, ça peut donner même une tendance sur les résultats et éviter toute suspicion. Qui, pour observer les observateurs, le point focal se souvient des manquements de la dernière présidentielle et apporte des éléments de réponse. À certains moments, on nous a donc signalé des cas, mais c'était vraiment à des proportions quand même très insignifiantes. Et aussitôt, nous allons sur le terrain pour constater et remplacer à l'instant vraiment cet observateur qui a failli à sa vie. Donc ce rôle, et je pense, est très important. S'il y a une régularité dans un bureau de vote, le représentant de la SEDA devrait vraiment contrôler et dire ce qui ne va pas pour que les gens puissent. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Ces observateurs ne seront pas seuls. L'Église catholique va en déployer 1000 à côté de ceux de l'Union européenne, dont 2 étaient présents à cette rencontre. Samba Diaksar, Matam, iRadio. Samba Diaksar, désormais notre correspondant permanent à Matam. Midi 11 minutes, vous suivez le journal sur iRadio. iRadio, c'est partout au Sénégal. Hausse du prix de l'oignon sur le marché. Le chef du service régional du commerce de Dakar explique cette situation par la fin de la période d'importation, mais aussi par le fait que la production locale ne soit pas encore disponible sur le marché. Mohamed Kanchi. Oui, le prix de l'oignon a bien connu une hausse, mais contrairement à ce que la presse a relayé ce matin, le sac de l'oignon ne coûte pas 18 500 francs. Omar Diallo est le chef du service régional commerce de Dakar. Loin de ce que nous avons vu dans la presse ce matin, je suis désolé, le sac d'oignon ne coûte pas 18 500 francs. Le sac d'oignon est à 13 500 francs, maximum 14 000. Il y a une hausse entre 500 francs et 1000 francs sur le sac. Cette hausse s'explique par une conjonction de facteurs. D'abord, c'est la fin de la période d'autorisation d'importation sur les oignons importés, ce qui fait que les stocks commencent à s'amenuiser. Et la production locale d'oignons n'est pas encore sur le marché. La production sera sur le marché d'ici une semaine. Ce qui fait que les stocks commencent à s'épuiser, l'offre commence à baisser. Et comme l'offre baisse, la demande étant supérieure, il est clair que les prix vont connaître une légère hausse. Le deuxième facteur qui impacte aussi sur le prix de l'oignon, c'est que au niveau des lieux d'approvisionnement, notamment en Hollande et au Maroc, les prix ont augmenté récemment parce que c'est dû à la très forte période de froid. Les stocks commencent à geler, donc il va falloir les chauffer un peu pour les décongeler, pour pouvoir les mettre dans les bateaux. Et ça inclut des frais que les gens ont répercutés sur les prix d'importation. La situation devrait normalement s'améliorer dans les jours à venir, surtout avec la mise sur le marché des premières récoltes de l'oignon local. Thiénaba, dans le département de Thiès, ici l'eau est un luxe parce qu'il en manque. Les femmes passent des nuits blanches pour s'en approvisionner. À cela s'ajoute le manque d'emploi et l'absence d'infrastructures dans cette localité. Les populations égrènent leurs nombreuses doléances. Le reportage de notre envoyé spécial Amagor Robernian. Pagne nouée, foulard bien fixé sur la tête, Madjigen Mbaye, 44 ans, habite Thiénaba, une commune située dans la région de Thiès. On cherche à remplir les réservoirs parce qu'il n'y a pas d'eau. Parfois même on a du mal à se faire du café parce qu'il n'y a pas d'eau. Tous les jours, elle coupe son sommeil pour avoir de l'eau. On manque vraiment d'eau. Parfois, on reste éveillé toute la nuit pour en avoir. Une tâche pénible qui vient s'ajouter à sa routine quotidienne, déjà assez chargée. Serine Damlo est chargée de la gestion des forages de Thiénaba,
Il nous explique les raisons de la rareté de l'eau. Cette localité manque d'eau à cause du faible débit des forages. Il y en a 2, mais ce n'est pas suffisant à cause d'un manque d'électricité. Trouvé devant la maison du Khalif, Adjirama Diakhaté, tenant la main de son enfant, nous liste les mots de sa commune. Il n'y a aucune infrastructure. Les jeunes sont là à cause du chômage. Entre Thiénaba 2019 et Thiénaba 2009, il n'y a pas de changement. Serigne Dame Lo lance un appel au futur président du Sénégal. Ce qu'on attend des candidats, c'est qu'ils nous aident, surtout avec l'eau et avec le travail des jeunes. Fondé en 1882 par Cheikh Amari Ndaksek, Thiénaba manque aujourd'hui presque de tout. Eau, emploi et infrastructures, ils sont rares, un triptyque de doléances qui attend les différents candidats en lice pour cette élection présidentielle. Thiénaba, Amagor Robernian pour iRadio. Reportage maintenant au quartier Travaux, c'est un bidonville près de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Les résidents de ce quartier qui vivaient de commerce ont sombré dans la pauvreté. Plus d'activité pour eux depuis que tout a été transféré à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Reportage au quartier Travaux, Oumou Kalsoumba. Des maisons en ruine, des baraques, des ruelles parsemées d'immondices, c'est le décor trouvé dans un bidonville niché à quelques mètres de l'aéroport international Léopold Senghor. Beaucoup de ces résidents gagnaient leur vie grâce à l'infrastructure qui est désormais un aéroport militaire. Aujourd'hui, la pauvreté s'est accentuée, ouvrant la porte au désespoir, à la tristesse et à l'amertume. Nous sommes à la retraite. Nos épouses assuraient la relève en faisant du commerce à l'aéroport. Aujourd'hui, la pauvreté s'est accentuée. Elles avaient organisé des tontines, mais là, plus rien. Ramata Diop était gargotière. Elle ne sait plus à quel sens se vouer. Elle tire le diable par la queue pour nourrir sa progéniture. L'aéroport a déménagé avec tous ses projets. Je vendais le petit déjeuner à l'aéroport. Aujourd'hui qu'il est fermé, je suis au chômage et c'est très difficile pour une mère de famille. Je cours de gauche à droite pour subvenir aux besoins de ma famille. Cette situation favorise des tares, les jeunes les plus exposés, d'après Abdou Diop. Moi, je vendais du bois, mais j'ai arrêté toutes mes activités. Je pense que c'est illogique de dépenser 1000 francs pour le transport, aller à Diass pour travailler. Cette situation pousse certains jeunes à avoir des comportements pas du tout catholiques. Depuis la fermeture de l'aéroport international Léopold Senghor, les résidents de Travaux sombrent dans la pauvreté. Ils ont perdu leur emploi. De nombreuses familles se sont disloquées, laissant place à la débauche et au banditisme. À Grand-Yoff, les populations ont leur méthode pour réduire le nombre d'accidents dans le quartier. Dans certaines ruelles, elles ont mis des bouts de poteau, histoire de pousser les conducteurs à aller avec prudence. Reportage Isidore Oumoubi Kabou. Nous sommes à Grand-Yoff au quartier Mac 1 dans une ruelle sablonneuse avec des poteaux en guise de dodane. En face se trouve une vendeuse d'arachides qui garde l'anonymat. Raconte le pourquoi ils ont créé ces faux dodanes. Si vous voyez ces dodanes, c'est parce qu'on est devant 2 écoles et les enfants y sortent souvent en courant. Regardez les motos qui passent, elles sont souvent en pleine vitesse et c'est ce qui a motivé notre action. Même si ce n'est pas une route principale, cette ruelle est raccourcie pour certaines voitures et cela a déjà provoqué 2 accidents. Ici même, on a eu 2 accidents. L'un, c'était mon fils et l'autre, mon petit-fils. La moto l'a carrément renversé. C'est pour cela que leur grand-père a créé ces dodanes. Même les bus parfois passent par ici. Pas loin de là se trouve un mécanicien en plein labeur. Abdoulaye Ndiaye parle de l'indiscipline de ses conducteurs. Les chauffeurs, quand tu les parles, ils te montrent de l'indiscipline et te répondent n'importe comment. Et puisque nous n'avions pas de solution, on a créé ces dodanes pour les ralentir. Prendre leur sécurité en charge sans rien attendre de qui que ce soit, c'est ce qu'a fait le quartier Mac 1 de Grand-Yoff, une bonne méthode à adopter pour certains quartiers.
L'actualité internationale sur e-Radio. Bonjour Bokar Al-Fakan. Bonjour Antoine Diouf. Au Burkina Faso, 146 terroristes tués dans une riposte de l'armée. Cette opération a été menée par l'armée en réaction à plusieurs attaques dans les départements de Ken et Ban dans la région du Nord et de Bomboro dans la région de la Boucle du Moune. Cette riposte avec l'ampleur des pertes infligées aux djihadistes est une première face à des groupes armés qui tentent de s'implanter dans le nord du pays. Elle intervient notamment suite à la prise de fonction du nouveau ministre de la Défense, Chérif Sy, et du nouveau chef d'état-major général des armées, le général de brigade Moïse Minungu. Au cours des 3 dernières années, les attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières ont fait plus de 300 victimes selon des sources officielles burkinabées. Ces opérations de sécurisation de l'armée burkinabé interviennent au moment où se tient à Ouagadougou une réunion des responsables de la sécurité et de l'économie des pays membres du G5 Sahel, en prélude à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation consacrée à l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel. À cette occasion, le chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, prendra la présidence de la force conjointe du G5 Sahel. Nous avons contacté ce matin Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute, pour analyser un tout petit peu la situation au Burkina Faso. Voici un extrait de notre entretien. Il est vrai que cette opération menée par l'armée du Burkina Faso, qui a permis de neutraliser plus de 146 terroristes, a été une réussite. Mais cela pose aussi un certain nombre d'interrogations, c'est-à-dire que le front descend de plus en plus et que des provinces comme le Yatenga sont en train d'être touchées. Néanmoins, lors de cette opération qui a été une réussite, il y a eu 14 victimes du côté de la population. Dans cette commune de Ken, qui est dans la province de Yatenga, à seulement 80 km de Waiguya, qui n'est pas très très loin de Ouagadougou. Et il y a eu d'autres formes de victimes dues à des opérations que les terroristes commencent à faire aujourd'hui. Ce sont des opérations porte à porte avec des assassinats ciblés. Cela veut dire que d'une part, l'armée du Burkina Faso est en train de reprendre relativement la main, mais que la situation sécuritaire s'aggrave dans ce pays qui jusqu'ici était un pays qui était placé dans la 3e catégorie des pays et qui n'était pas fortement touché. Alors que de plus en plus les attaques se multiplient dans l'Est, dans la province de Kompienga, mais aussi dans d'autres régions comme vers Waiguya, qui n'est pas loin de la capitale Ouagadougou. Cela pose un certain nombre d'inquiétudes aujourd'hui au Burkina Faso, et je crois que la vigilance est de mise. Bien que l'armée doive aujourd'hui gérer des urgences, il faudrait que ce pays-là s'attaque de front à la question de l'extrémisme violent par des politiques de prévention, au lieu de se fier seulement à des opérations militaires qui n'ont jamais pu régler ailleurs la question du terrorisme. C'était le docteur Bakary Samb. Les activités des mercenaires en Afrique au menu d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, c'était hier, et lors de cette réunion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en exergue les activités illicites et le trafic de terroristes et de groupes de mercenaires au Sahel, l'implication présumée de mercenaires dans les violences post-électorales en Côte d'Ivoire en 2010 et les nombreuses violations des droits de l'homme et du droit humanitaire contre des civils dans le centre du pays. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ses propos sont recueillis par les services d'information de l'ONU. La nature des activités mercenaires a évolué au fil des ans. Aujourd'hui, ils exploitent et se nourrissent d'autres maux tels que le crime organisé transnational, le terrorisme et l'extrémisme violent. En Afrique, au centre des discussions d'aujourd'hui, les activités des mercenaires demeurent un grave sujet de préoccupation. Nous avons assisté à des activités et à des trafics illicites commis par des groupes terroristes et mercenaires au Sahel, ainsi qu'à l'implication présumée de mercenaires dans les violences post-électorales en Côte d'Ivoire en 2010. Ils ont également réprimé les mouvements des éleveurs le long des itinéraires traditionnels, à savoir la frontière avec le Cameroun. En guise de représailles pour des attaques répétées, les pasteurs ont engagé d'autres groupes armés ou rebelles pour se protéger et protéger leur bétail, alimentant ainsi le cycle de la violence. Et la Guinée équatoriale elle-même a fait état de tentatives sérieuses contre son propre gouvernement. Seuls 35 États sont partis à la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires adoptée par l'Assemblée générale
en 1989. La Guinée équatoriale a récemment adhéré à la Convention et deviendra la 35e partie plus tard ce mois-ci. Seuls 3 membres actuels du Conseil de sécurité l'ont fait. J'appelle les États qui ne sont pas partis à la Convention à y adhérer ou à le ratifier sans délai. Alors, cette réunion de haut niveau a été convoquée par le président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang-Nguema Mbazogo, dont le pays préside le Conseil de sécurité pour le mois de février. La Guinée équatoriale a récemment adhéré à la Convention et deviendra la 36e partie, au plus tard ce mois-ci. Voici un extrait du discours du président équato-guinéen sur les conséquences des activités des mercenaires en Afrique. Ces propos sont toujours recueillis par les services d'information des Nations Unies. Au cours des 24 dernières années, nous avons été victimes de 5 tentatives d'incursion mercenaires. Le but ultime était de renverser le gouvernement légitime de la Guinée équatoriale dans le but de saisir les ressources du pays et de les refuser au peuple équato-guinéen au profit de leurs propres intérêts. Ces éléments ont mené des actions aussi diverses que violentes sous la forme d'agressions contre des banques, d'attaques contre la résidence du chef de l'État et, en décembre 2017, d'une tentative d'assassinat contre ma personne avec toute ma famille, entre autres. Entre otras. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi va effectuer sa première visite internationale depuis sa prise de fonction. Le nouveau président est attendu aujourd'hui à Luanda, la capitale angolaise, avant de se rendre tour à tour au Kenya et au Congo-Brazzaville, selon des sources proches citées par l'AFP. L'objectif de ces déplacements est de relancer les relations avec ces pays avant le sommet de l'Union africaine prévu mi-février. L'élection de Félix Tshisekedi, issue de l'opposition, est contestée par l'autre opposant, Martin Fayulu, qui revendique la victoire et dénonce un putsch électoral. Les deux hommes se sont rencontrés dimanche matin pour la première fois depuis la prise de fonction du nouveau président dans l'église de Kinshasa, où ils prient tous les deux habituellement. Lors d'un face-à-face avec la presse samedi dernier, Martin Fayulu déclarait qu'il n'a pas de problème avec Félix Tshisekedi et que c'est son frère. Mais il a un problème avec ceux qui l'ont nommé, ceux qui veulent aller contre la volonté du peuple. Merci Bokar Alpha Khan pour cette page internationale. Le journal des sports de e-Radio. Pape Malik Diaw, bonjour. Bonjour Antoine. Sénégal-Ghana, deuxième affiche du groupe B pour le compte de la deuxième journée de la CAN U20. En effet, tous deux victorieux lors de leur première sortie, ces deux formations se retrouvent pour la deuxième journée du groupe B. Un match décisif pour les hommes de Youssouf Dabo qui peuvent d'ores et déjà se qualifier au deuxième tour. Mais il faudra d'abord passer par le triple champion d'Afrique. Toutefois, le sélectionneur des Lionceaux reste serein. Plus de détails avec Sekou Seydi. Les Lionceaux préparent le match devant les opposés au Black Satellite du Ghana mercredi dans un bon état d'esprit. Youssouf Dabo prend au sérieux son adversaire Ghana, victorieux devant le Burkina Faso, 2-0. Hier, ceux qui ont joué le match, en tout cas ceux qui ont démarré le match, ont été laissés au repos. Les autres ont bien travaillé sur la chaleur, ça a été difficile, mais ils adhèrent dans le projet, donc ça facilite le travail. Donc l'état d'esprit est bon. Amadou 6 qui était malade depuis notre arrivée, mais bon là il a repris, ça va mieux, donc tant mieux pour les autres. C'était des petits bobos, des coups reçus lors du match. Le Ghana demain, ce sera pas un match facile, de toute façon il n'y en aura pas de match facile. Il faudra cravacher très dur pour pouvoir avoir le mérite de passer au deuxième tour. Le sélectionneur national reconnaît les qualités de l'équipe ghanéenne. Toutefois, il estime que son groupe peut jouer sa carte dans cette rencontre. On a vu le Ghana hier, qui est une équipe solide, comme souvent. Après, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts aussi, comme toutes les équipes. On a à nous de bien travailler, de respecter ce que nous faisons, de garder notre humilité. Et les repères qu'on essaie en tout cas de donner aux joueurs, que ce soit des repères offensifs ou défensifs, il faudra qu'ils soient à la hauteur pour pouvoir mettre en difficulté cet adversaire qui est le Ghana. L'équipe des moins de 20 ans du Sénégal a battu le Mali lors de son premier match, 2-0. Les Lionceaux feront face au Ghana ce mercredi pour le compte de la deuxième journée de la poule B de la CAN U20. Au programme donc aujourd'hui pour la deuxième journée du groupe A au stade Seyni Kounché à 15h30 Afrique du Sud, Nigeria, 18h30 Burundi, Niger. Et enfin demain pour aussi la fin de la deuxième journée mais dans le groupe B au stade régional de Maradi à 12h30 Mali, Burkina Faso et à 15h30 Ghana, Sénégal.
CAN 2019 en Égypte, la CAF inspecte les stades. Les stades égyptiens destinés à accueillir l'édition 2019 de la CAN sont actuellement l'objectif d'une inspection de la part de la CAF. Il s'agit pour l'organisme de vérifier la bonne tenue des infrastructures, à savoir les tribunes, les vestiaires, les pelouses, etc. Les membres de la délégation ont commencé par le stade du Caire et ont fait part de leur admiration. Il reste encore à inspecter un stade à Port Saïd, 2 stades à Suez, un à Kalioubia, un à Ismaïla et 2 autres à Alexandrie. Ligue 1, Abalib Fall prend les rênes de la Sonacos. Peu après sa démission de son poste d'entraîneur de Niary Tally à seulement 6 journées du championnat national, Abatalib Fall reprend fonction du côté de la Sonacos de Diourbel qui pointe à la dernière place du classement à mi-parcours à 3 points de son ancien club Niary Tally, premier non relégable. L'ancien entraîneur du port autonome de Dakar a 13 journées donc pour sauver les huiliers de la relégation. C'est bien Abatalib Fall. Liverpool de Sadio Mané a perdu 2 points précieux sur le terrain de West Ham en clôture de la 25e journée. C'est en Angleterre. En effet, Liverpool perd 2 points ô combien précieux dans la course au titre. Les Reds ont concédé le match nul 1 but partout au London Stadium de West Ham dans le cadre de la 25e journée de Premier League. Si Sadio Mané avait ouvert le score pour les hommes de Jürgen Klopp, Michael Antonio a égalisé peu après la demi-heure de jeu. Le club de Marseille n'a jamais été en mesure d'espérer mieux et voit ainsi Manchester City revenir à 3 petites longueurs au classement. Les Citizens pourraient même reprendre la tête du championnat en cas de succès mercredi contre Everton. À noter aussi que c'est le 3e match de suite que Sadio Mané marque pour Liverpool en championnat. Le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens a annoncé hier lundi avoir retrouvé un corps dans l'épave de l'avion transportant Emiliano Sala. Aucune précision n'a été faite sur l'identité de ce dernier. Tout à fait. Une fois de plus, c'est une information qui fait froid dans le dos. Au lendemain de la découverte de l'épave de l'avion qui transportait Emiliano Sala, le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens a annoncé avoir retrouvé un premier corps grâce à des images vidéo. Un occupant est visible dans l'épave, a indiqué le bureau d'enquête britannique dans un communiqué. Pour l'heure, impossible de déterminer l'identité de ce dernier. On parle de lutte attaque contre le CNG. Gris Bordeaux convoqué aujourd'hui. Les locaux du Comité national de gestion de la lutte, CNG, aura sans conteste un hôte de marque. Il s'agit de Gris Bordeaux, 3e tigre de face, qui ne sera pas dans ces lieux pour une régularisation d'un combat, mais pour être entendu par la commission de discipline. En effet, l'avant-dernière victime de Balla Gaye 2 avait qualifié le CNG, dirigé par Alioune Sarr, de bande de voleurs après les ponctions effectuées sur leur cachet. Des propos qui ont donc heurté le CNG. Pape Malik Diaw, merci pour cette page des sports. L'info en continu sur www.immedia.sn. Comment sécuriser les enfants quand on est en voiture? Ne pas les installer sur les sièges avant est une première condition, mais beaucoup ne respectent pas cette condition. Certains parents poussent même l'insouciance jusqu'au bout, non seulement en installant leurs enfants sur les sièges avant, mais ils leur mettent pas la ceinture de sécurité. Suivons ce reportage d'Awa Diop. Sur le chemin de l'école ou partout ailleurs, le constat est que les enfants sont souvent installés n'importe comment. Le respect de leur sécurité à bord relégué au second plan. Trouvé en train de faire son sport matinal, Adi s'en désole. Pour lui, le respect des règles de sécurité des enfants en voiture est obligatoire. Toute voiture qui transporte un ou des enfants devrait avoir le consigne enfant à bord. Cela signifie que la sécurité des enfants est une priorité et il faut surtout tenir compte de la conduite quand on a des enfants à bord. On doit respecter le code à la lettre. Un fait que Mamadou, père de famille, ne conçoit nullement. Il estime que les automobilistes ou parents qui ne respectent pas les consignes de sécurité des enfants en voiture doivent être sanctionnés. C'est malheureux, mais nous sommes dans un pays où les gens agissent comme ils veulent et même dans les routes. Et je pense que pour faire respecter les consignes de sécurité pour les enfants en voiture, il faut commencer à sanctionner tous ceux qui ne les respectent pas. Il faut des sanctions. Peut-on avoir des enfants à bord et les installer n'importe comment? Ce jeune parent répond par la négative et donne quelques conseils. Je n'agirai jamais comme ça, tout simplement.
simplement parce que le code de la route ne le permet pas. Quand on transporte des enfants, il faut les installer sur les sièges arrière et bien attacher leur ceinture. Et surtout, éviter de conduire n'importe comment. Transporter des enfants exige le respect de certaines consignes de sécurité, dont le respect des nombres de places et de ceintures pour chaque enfant. Il est également conseillé de les installer à l'arrière pour moins les exposer en cas d'accident. C'était l'autre info avec Awa Diop. Le franc CFA et ces derniers mois au centre des débats, les arguments en faveur ou contre le maintien de cette monnaie font rage. Chronique fact-checking de Moussa Ngoma. C'est le genre de nouvelles qui fait très aisément le tour des réseaux sociaux et notamment Facebook. Obiang Nguema met fin au franc CFA, c'est le titre de l'article en cause. Autrement dit, la Guinée équatoriale quitte le franc CFA. L'occasion pour de nombreux internautes de se féliciter de cette information relayée par la suite dans divers forums, mais sans aucun fondement. Ce que beaucoup n'avaient pas remarqué, c'est qu'à l'origine de cette fausse information se trouvait un site au nom très cité dans cette chronique, Africa24.info, qu'on appelait récemment à ne pas confondre avec le véritable média Africa24. Ou africa24tv.com sur internet. Pour africa24.info, il s'agit en effet d'un site parodique spécialisé dans les intox et canulars montés de toutes pièces. Qui plus est, l'article en question cite comme référence un autre site parodique un peu plus célèbre, 24jours.com. Toute autre information ou déclaration à vérifier, envoyez-nous un message à l'adresse rédaction.radio@immedia.sn. GD16 vous offre la revue de presse. La presse du jour passée en revue par Ousmane Gueye. Il n'est plus, il a mis fin à ses jours avant même le retour sur Dakar. Oui, Abdoulaye Wade a tué le suspense sur le soutien qu'il pourrait apporter aux candidats Idrissa Seck, Madi Kenya, Issa Sall, Macky Sall, qui savait, ou Khalifa Babakar Sall. Finalement, aucun d'entre eux ne bénéficiera de l'appui de l'ancien président de la République, comme le relève Enquête. Wade ne soutient personne. L'information est aussi à la une de Les Échos. Et à ceux qui en douteraient, les confrères ajoutent que l'annonce a été faite dans une vidéo qui va être diffusée ce mardi, vidéo dans laquelle le secrétaire général national du PDS menace surtout qu'il n'y aura pas d'élection sans la candidature de Karim Wade, mon fils, ou l'apocalypse, résume Libération ce matin. Une position, prédit le journal, qui ne sera pas sans conséquence sur la marche du Parti démocratique sénégalais, promis à des dissensions dans les prochains jours. Macky Sall a-t-il voulu attaquer en premier avant que son prédécesseur ne le fasse une fois au Sénégal? Abdou Diouf est un homme d'État. Lui, au moins, sait que c'est le bon Dieu qui donne le pouvoir et que quand c'est fini, il faut savoir que c'est fini. La déclaration du chef de l'État qui sonne comme une pique est mise en exergue par Les Échos à sa une. Source A le traduit autrement. Abdou Diouf est un homme d'État généreux et qui accepte le destin tracé par Dieu. Mais les deux quotidiens s'entendent au moins sur ceci. C'est une pique adressée à l'ancien maître. Source A d'ailleurs se veut plus clair. Macky Sall fait un garoualé. Idrissa Seck également en a eu pour son grade. On ne gouverne pas un pays avec le mensonge et la calomnie. Des tirs secs constatés par le quotidien qui relève cette autre déclaration du président de la République, un candidat réveillé de sa torpeur et qui attaque à tout va. Les attaques, justement, l'ancien Premier ministre n'en a pas encore fini. À la page 5 de Source A, Macky Sall a fait du tort à tout le monde. La solution est maintenant de savoir comment vous comptez le faire quitter le pouvoir, martèle Idrissa Seck à Thiès, non sans se demander s'il faudra régler la question au premier tour ou au second. Dans la tribune, le leader de Réumi le dit plus clairement: mon combat, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. De son côté, Madi Kenya, qui pense qu'il sera président de la République à l'issue du second tour, dans Source A, promet dans la tribune qu'une fois élus, les ministres de l'Intérieur et de la Justice cesseront d'être partisans, tandis que Ousmane Sonko se dit certain que le pouvoir actuel va tomber au soir du 24 février. Et Issa Sall qui s'engage à restaurer l'équilibre des pouvoirs dans tout cela. Enquête consacre un portrait au candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement sur les traces de Issa Sall, de Tataguine aux États-Unis en passant par Saint-Louis du Sénégal et Dakar. Le professeur, comme on l'appelle, s'est fait tout seul, explique les confrères. Un self-made man passé par des étapes douloureuses après avoir perdu très tôt sa maman et sa petite sœur et complice. Et cite
tous les candidats qui puisent dans le répertoire des artistes en cette période de campagne passés à la caisse. C'est ce que demande en tous les cas la SODAV. Aucun politique n'a songé à verser la redevance alors que la campagne a déjà démarré, fait savoir la Société sénégalaise des droits d'auteur et droits voisins. À la page 10 de Le Quotidien, le directeur gérant faisant face à la presse hier a rappelé que lors de la présidentielle de 2012, seules 4 formations politiques avaient mis la main à la poche pour s'acquitter de leurs obligations. En sport, qui de Modulo ou de Balla Gaye 2 devrait faire face à Eumeu Sène en juillet. Les spécialistes rivalisent d'ingéniosité. Pour El Hadji Ngagne Diagne de iRadio, interrogé par Sunu Lamb ce matin, Eumeu Sène Balla Gaye 2 serait l'affiche légitime. El Hadji Ngagne Diagne, appuyé par Mohamed Ali, Balla Gaye 2 est l'adversaire logique du roi. GD16 vous a offert la revue de presse. Midi 38 minutes, c'est la fin de ce Midi King. Je vous rappelle les principales informations. 3e jour de campagne électorale, tous les candidats ont déserté Dakar pour la capitale de Dakar pour l'intérieur du pays, Les coins et recoins du Sénégal accueillent les 5 prétendants au fauteuil présidentiel et aucun de ces 5 candidats ne sera soutenu par Abdoulaye Wade. On le sait maintenant. Une démarche jugée cohérente, mais démarche qui tient compte aussi des intérêts de son fils Karim Wade. Nous avons donné la parole à des observateurs politiques. Le prix de l'oignon augmenté d'après les autorités en charge du commerce. C'est dû à la fin de la période d'importation et à la non-disponibilité de la production locale. Aéroport Léopold Sédar Senghor, plus d'1 an après sa fermeture, c'est la pauvreté pour les résidents du quartier Travaux, un vrai bidonville près de l'aéroport. Rien ne marche pour ces résidents. Le commerce était leur gagne-pain. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, l'armée a lancé hier une contre-offensive contre les djihadistes dans le nord du pays. Bilan, 146 combattants des groupes armés ont été neutralisés au moment où s'ouvre ce matin un sommet des chefs d'État du G5 Sahel consacré à l'opéralisation donc de la force conjointe. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Insensec, réalisation Mohamed Kandji, 13h Aminata Ndong pour la grande édition en Wolof, Salim To, 219, Dialgati Khibar. Restez en compagnie de iRadio. Excellent après-midi à toutes et à tous. lam ya gumor tayya